Bonjour, bienvenue sur YouTube. Je sais que là, il y a un happening social où est-ce qu'on doit tout dire qu'est-ce qu'on pense des Oscars. Ah oui, Chris Rock, Will Smith. Non, nous ici, on est rendu en territoire français, on dit Will Smith. Will Smith est pas important au déroulement de cette vidéo, donc buckle up and come here for a wild ride. Pourquoi je parle en anglais? Tabarnak d'assimilation anglo-saxonne. Ok, attends, wow. Bonjour. Bienvenue sur cette vidéo qui portera sur les présidentielles françaises de 2022. Nous sommes présentement le 30 mars 2022 et nous sommes à 15 jours du premier tour des élections présidentielles en France. Bon. Je suis Mounir. Les gens qui nous arrivent de l'autre bord de la Manche, nos cousins français, ou comme dirait De Gaulle, le Canada sont nos cousins, mais les Québécois sont nos frères. Vive le Québec libre. Il a dit ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est De Gaulle qui a dit ça. Okay. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour breakdown un peu la présidentielle française qui se déroule présentement depuis longtemps, depuis plus longtemps que vous l'imaginez. Parce que des élections présidentielles, je réalise en suivant celle-là comme il faut, ça dure de comme un an avant jusqu'à l'annexer. C'est un peu comme les présidentielles américaines. Tout d'abord, avant de parler des candidats, puis du drama, puis du tea, juste le système électoral français. Le système électoral français, c'est un système uninominal à 2 tours. Uninominal majoritaire à 2 tours, dans le sens que il y a un premier tour des élections, dans ce cas-ci c'est le 14 avril. Si un candidat emporte 50% plus 1 des votes au premier tour, l'élection finit, mais ça arrive pas, parce qu'il y a comme 10 000 candidats, ben il y a comme 9 candidats. Un deuxième tour qui se tient avec les 2 candidats, normalement qui finissent avec le plus de votes au premier tour. Ensuite il y a un 14 jours, il y a comme un débat d'entre 2 tours, il y a comme toute une culture de la campagne d'entre 2 tours, le ralliement des anciens candidats, le ralliement de tout, c'est comme vraiment grandiose, c'est un two times event, dans le sens que les Français votent 2 fois, puis c'est une élection présidentielle, donc c'est pas une élection, eux ont des élections aussi législatives où est-ce qu'ils votent pour comme les partis qui sont en place, mais là c'est vraiment présidentiel, ça arrive chaque 5 ans, un quinquennat, pour les gens qui savent pas, un quinquennat, c'est un mandat de 5 ans en France, donc c'est un mot très intéressant à avoir dans son arsenal. Vous pouvez dire quand vous êtes à une entrevue de job, où est-ce que vous voyez pour le prochain quinquennat? Puis là ils vont faire comme quoi? Je pense pas que c'est utilisable dans ce contexte-là, mais comme pareil. Pourquoi ces élections veulent l'appel d'en parler? Mounir t'en parle des élections partout dans le monde, t'as pas parlé des élections du Chili, t'as pas parlé des élections... je vais te dire, ok, que tu parles des élections de comme un empire post-colonial qu'il faut genre décoloniser, Mounir, genre comme, yo, les Français, c'est comme, genre, pourquoi je m'intéresse à cette campagne, pourquoi elle a vraiment attrapé toute mon attention depuis qu'il y a des débats, c'est que la culture, justement, oratoire française ou la culture de débat français mis dans le contexte d'une élection présidentielle, dans le contexte de l'ère de l'information, dans l'ère de post-information qu'on est en ce moment, où est-ce que tout le monde utilise les réseaux sociaux, tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur YouTube, tout le monde, il y a des commentaires, il y a des gens qui débattent, il y a des clashs. C'est vraiment le pic du discours mondial en ce moment. L'espèce de culture intellectuelle française fait en sorte qu'ils sont en ce moment à rationaliser beaucoup des enjeux qui sont au cœur de toutes les sociétés libérales dans le monde. Donc, ça fait en sorte que c'est très intéressant de suivre leur campagne parce qu'ils prennent le temps, ils n'ont pas le choix, ils sont questionnés, tous les candidats en place, de rationaliser puis d'expliquer leur position sur certains points, certains enjeux de la société que je trouve que pas du tout on a au Québec ni au Canada en général. Le processus électoral au Canada, il faut vraiment que tu prépares un petit exposé oral de 15 minutes pour le débat. Puis si t'es le Bloc québécois, on va te traiter de raciste puis après ça va être chill. Genre, il y a pas de ça au Québec, il y a pas de débat de 3 heures entre 2 candidats où est-ce que les journalistes arrivent même pas à parler. Un peu plus au Canada, au Québec aussi, c'est que les politiciens s'excusent, les politiciens ils lèvent la main pour parler limite. Là, on a vraiment des joutes verbales, des joutes oratoires. On met des mots sur tout ce qui se passe dans le monde depuis 5 ans. C'est vraiment intéressant de suivre cette campagne électorale pour moi, puis je vous recommande de aller regarder les grands débats qu'il y a eu. Un aspect qui est hors du commun pour les présidentielles françaises, c'est que, pas hors du commun, mais un débat, un aspect qui saute à l'œil directement, c'est la candidature de l'ex-chroniqueur journaliste Éric Zemmour, auteur qui s'est présenté suite à la sortie de son livre La France n'a pas dit son dernier mot, ou est-ce que c'est ça la couverture du livre? Vraiment, il est allé les bras croisés, genre, il a de l'air d'être totally spies, genre, mais c'est correct. Tu sais, le gars
qui s'occupe des totalitaires. Je sais que tout le monde fait la joke de Monsieur Burns, mais comme Zemmour, il a vraiment l'air du dude qui est comme « Vous avez une mission, sauvez la France! » Genre, Éric Zemmour, il est qualifié par beaucoup de polémistes, c'est un titre que j'ai la misère à comprendre, mais dans l'échiquier politique français, on le qualifie d'extrême droite. C'est quelqu'un que ça fait 20 ans qui fait de la télévision, qui est auteur, que ses écrits font réagir, qui a été condamné à incitation à la haine raciale, qui a pas porté en appel. Celle-là, toutes les autres, il a porté en appel puis il a gagné, mais celle-là, il l'a pas gagné, ok? Puis parce qu'il a dit que la majorité des criminels sont des Noirs et des Arabes. C'est ça qui l'a fait condamner à incitation à la haine raciale. Fait qu'à vous de juger qu'est-ce que vous pensez de cette citation. Pour mettre en contexte l'auditoire québécois sur qui est Éric Zemmour, vous voyez l'émission qu'on a au Québec qui s'appelle Tout le monde en parle. C'est comme si le fou du roi Tout le monde en parle, sa job c'était d'envoyer chier tout le monde qui était présent, Tout le monde en parle, puis que c'était ça qui était bon dans le show. Puis c'est ça qu'ils ont fait pendant 6 ans à On n'est pas couché avec Laurent Ruquier puis Éric Zemmour, Éric Nolot. C'était vraiment ça la thématique du show. Il se présente comme un peu un anti-establishment comme Trump, un réformiste qui veut l'immigration zéro, pense que l'islam est pas compatible avec la République, plein de choses comme ça, qui veut interdire le voile. Il capitalise sur le sentiment de dépossession de leur propre pays qui est vraiment présent chez une grande partie de l'électorat français à travers les idéologies puis les prises de parole. Tu peux dire des choses inflammatoires, mais il y a clairement un sentiment chez le populace français qu'il y a une espèce de dérive démographique dans leur pays. Puis tous ces mots-là, le symptôme, c'est Éric Zemmour. Tu sais, que moi, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, il faut interdire Éric Zemmour. » Je suis comme « Non, la présence de quelqu'un comme Éric Zemmour démontre comme juste qu'est-ce qui se passe dans la société. » Puis le fait qu'il y a autant un engouement autour de lui, malgré qu'il est 3e dans les sondages à 16%, des fois 12%, il y a vraiment un engouement réel. Il a fait le plus gros meeting de la campagne au Trocadéro devant 100 000 personnes. Il est connu pour ses positions sont connues pour son programme économique. C'est un peu des mesures remaquillées du programme de Sarkozy ou de François Fillon qui était aux dernières élections. Il veut mettre l'immigration zéro dès qu'il rentre par référendum. Si on regarde le président sortant, Emmanuel Macron, en ce moment, c'est lui qui est en tête au top des sondages. Il profite d'un effet qui s'appelle l'effet de drapeau, dans le sens que en temps de guerre, il y a un conflit armé en Europe en ce moment. L'électorat a tendance à se replier sur le chef d'État en place, surtout qu'il y a beaucoup de prises de parole, beaucoup de médiatisation, que ce soit nationale ou même à l'international, parce qu'il a pris contact avec Poutine à plusieurs reprises. Donc le fait qu'il se soit positionné directement dans ce conflit augmente les sympathies dans son pays, ce qui fait en sorte que là, il surfe sur cette vague. Il a refusé de débattre au premier tour, suivant la tradition de anciens présidents sortants qui allaient pour reconduction. C'est pas quelque chose de nouveau dans la vie politique française, mais il y a beaucoup qui reprochent à Macron, vu qu'il a été un président en temps de crise. Ça a été la crise des Gilets jaunes, la crise de la COVID et en ce moment la guerre en Ukraine, que la démocratie française est affaiblie, que la confiance en les institutions est affaiblie, puis le fait qu'il refuse d'aller mettre ses idées sur la ligne et de débattre en bonne et due forme avant le premier tour est un affaiblissement de la démocratie. Son programme, il a beaucoup été critiqué l'automne dernier pour être en mode campagne, même s'il était pas en campagne déclarée, en utilisant les fonds publics pour faire des promesses sur 10, 15, 20 ans. Donc c'est un peu là qu'il se positionne. Macron, c'est le technocrate classique subventionné par Bernard Arnault, comme diraient les commentaires YouTube. T'sais, pour revenir à Zemmour, c'est un peu le gros clash qu'il essaie de positionner, c'est que Macron, la Macronie, tous les médias sont derrière Macron, toute la machine est derrière Macron, puis Zemmour se positionne comme étant comme Trump. Mais il y a beaucoup de comparatifs qui sont faits à Trump, mais je pense que c'est pas du tout dans la même culture les deux opèrent, ils ont vraiment pas du tout. Il y a une espèce de... Donald Trump, c'était beaucoup à propos du show, des blagues vulgaires, des vraiment francs-parler courts, commercial, qu'on puisse faire un slogan avec, qui va attirer l'œil. Zemmour est dans dans l'intellectualisme, en essayant de rationaliser ses positions par des points de vue historiques. C'est par là qu'il ancre toute sa politique. C'est une politique de la grande France millénaire. C'est vraiment plus... Quand t'écoutes Éric Zemmour, les gens sont comme, oui, je comprends l'histoire de France, la France est grande, on veut un bon roman national. C'est comme, il positionne les gens en étant comme, non, je m'inscris dans une histoire qui est plus longue. Trump, c'était vraiment une espèce de... C'était quelqu'un qui a juste brisé tous les codes de la politique américaine. Voilà la même chose, mais il y a beaucoup de gens qui font ce comparatif juste parce qu'ils sont pas du tout des politiciens de carrière. Zemmour, qui était anciennement, en 2019, à CNews, qui est comme la chaîne Fox News de France, qui est conservatrice, on n'a pas de chaîne comme ça, c'est pas vraiment TVA, mais qui est CNews, qui appartient à Vincent Bolloré, qui est un espèce de mogul des médias français, qui est très à fond derrière la candidature à Éric Zemmour, qui disait même au cours de l'année 2021 qu'ils se rencontraient chaque semaine pour parler de ça. Je sais pas si c'est vrai, ça a été démenti. Il se présente comme quelqu'un étant contre l'establishment médiatique, mais derrière lui, il y a
donateur et le plus grand mogul de médias français. Comme l'Empire Bolloré, c'est vraiment beaucoup de publications et de chaînes de télé et de radio. Donc c'est un peu ça les contradictions. À droite, on a Valérie Pécresse qui est candidate chez les Républicains, qui a gagné la primaire des Républicains. Il y a beaucoup de controverses sur comment qu'elle a gagné la primaire. Elle est rentrée dans les Républicains sous Jacques Chirac, qui était président français dans les années 90. C'est une politicienne de carrière qui a été même ministre de l'Éducation, qui a passé des réformes qui sont quand même questionnables en France parce que le niveau de l'éducation diminue. Ce que je crois comprendre en écoutant toutes les interventions du public, c'est pas le taux de diplomation qui diminue, mais c'est l'éducation que tu reçois avec le bac. C'est qu'il y a plus de gens qui passent le bac mais qui sentent qu'ils reçoivent, qui vaut moins en tant que tel. Valérie Pécresse, c'est une candidate qui s'était alliée à Emmanuel Macron en 2017 au deuxième tour. Éric Zemmour, il appelle Madame 1202 parce que Madame, je sais pas 1902, je pense que c'est comme ça qu'il l'appelle, parce qu'il dit que 2 minutes après les résultats du premier tour, elle va rallier derrière Macron. C'est vraiment, vous voyez le genre de discours qui se passe. Elle a débattu avec Éric Zemmour en long et en large parce qu'il y a beaucoup de ralliements des Républicains qui allait vers le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Au cours des derniers mois, elle a perdu Benjamin Pelletier, qui était un haut placé du parti Les Républicains. C'est vraiment du drama, là. Comme il y a ok, attends, on va arriver à ça plus tôt. Ils ont débattu ensemble pendant 1h30. Si vous pouvez aller voir ce débat, moi, ce que j'en ai sorti, c'est que j'avais jamais vraiment vu Valérie Pécresse en mode débat, en mode j'ai des revendications. Les débats des primaires républicaines, j'ai pas été tant attiré vers ça, donc je les avais pas regardés. Donc, quand j'ai entendu débattre avec Zemmour, je trouve qu'elle a bien paru. Si vous voulez voir vraiment là, un débat français qui a aucun contrôle, puis les journalistes ont totalement perdu le contrôle des candidats, c'est ce débat-là. Je me rappelle que quand je l'ai vu, j'avais senti que Zemmour avait été un peu trop sûr de lui, puis un peu trop dans regarde comment t'as l'air ridicule, tandis qu'elle faisait juste dire des choses contre lui, puis oui, elle répétait tout le temps les mêmes choses qui étaient énervantes, mais Zemmour il répondait, il était juste pas d'accord sur certaines choses, puis Zemmour est en train de se positionner où il invalide tout le monde qui se dit de droite, il dit c'est moi le grand ralliement des droites. J'ai la misère à croire les sondages dans des élections présidentielles comme ça. Aux États-Unis, ça fonctionne terriblement pas. En France, je sais pas la qualité de leur sondage. Là, si on arrive un peu plus à gauche, il y a Anne Hidalgo qui est la mairesse de Paris qui se présente au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, c'est le parti historique de gauche français, le parti de Mitterrand, le parti de François Hollande. Puis en ce moment, ce parti est complètement effondré. La candidature de Anne Hidalgo n'a aucune traction. Elle a peut-être 1 ou 2% dans les sondages. C'est vraiment qu'est-ce qu'on voit en cette élection, c'est vraiment l'effondrement de la gauche. Puis c'est drôle parce qu'il y a tellement de gens qui ont tendance à faire comme si la gauche était cette prédominance dans les sociétés libérales, puis que la gauche était donc partout, puis que tous c'est des gauchistes. Mais là, en France, en ce moment, la gauche a perdu tellement de momentum. La seule personne qui a un momentum de gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, qui, lui, a été à quelques milliers de votes d'être au deuxième tour en 2017. Commence cette campagne en grand. Beaucoup lui ont reproché, mais en septembre, a débattu avec Éric Zemmour, ce qui a validé aussi un peu les espoirs de candidature présidentielle d'Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon, qui se cache pas des débats, un candidat qui est ancien haut placé du Parti Socialiste, qui est maintenant sous sa propre bannière. La France Insoumise, pour les Québécois, ça pourrait être comparé avec Québec solidaire. Jean-Luc Mélenchon, c'est un personnage coloré, c'est un personnage qui est intéressant. J'adore la campagne de la France Insoumise sur les médias sociaux. Il y a vraiment une grande ferveur de la jeunesse, disons, qui est la jeunesse métropolitaine ou la jeunesse urbaine française sur la France Insoumise, mais souvent, ils ont de la misère à tourner cet engouement en électeurs. Donc, la France Insoumise n'est pas sous-estimée dans cette élection. Je pense que, justement, l'effondrement de la gauche fait en sorte que la France Insoumise est le seul candidat de gauche. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont plus capables d'Emmanuel Macron. Il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu la COVID, il y a beaucoup de gens qui sont juste plus capables de Macron en général. Fait que je pense qu'un ralliement concret pour le battre au deuxième tour, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Valérie Pécresse puis Macron sont beaucoup trop pareils. Puis pour arriver aussi à droite, genre j'ai sauté Marine Le Pen, on a passé à gauche rapidement. À droite aussi, il y a Marine Le Pen qui est avec le Rassemblement national, qui était historiquement le Front national, le parti de son père, qui était passé au deuxième tour, qui avait causé la grande émoi de la vie politique française quand Jean-Marie Le Pen était au deuxième
deuxième tour. Elle a passé au deuxième tour en 2017, a eu un débat qui a beaucoup de gens qualifient comme d'échec monumental, où est-ce qu'elle a complètement, c'est pas mes mots là, où est-ce qu'elle a perdu la face devant Emmanuel Macron. Donc, tant qu'à moi, je trouve que la candidature d'Éric Zemmour favorise Marine Le Pen, mais peut finir par lui faire perdre justement son électorat, parce qu'une candidature comme Éric Zemmour, qui est vraiment dans, pas l'autoritarisme, mais qui est vraiment dans la prise de force puis le protectionniste combatif, fait en sorte que ça adoucit les positions de Marine Le Pen, puis Marine Le Pen qui est vue avec plus d'humanisme et tout, mais ça fait en sorte qu'un candidat comme Zemmour la qualifie maintenant de femme de gauche en disant que elle a un programme économique, social, qu'elle veut pas, elle prend une photo avec une femme voilée, fait que c'est une islamo-droitiste, tu sais, ça fait aucun sens. Fait que ça fait en sorte que ça adoucit la position de Marine Le Pen, même que sa nièce, Marion Maréchal, a rejoint le parti d'Éric Zemmour, là, c'est le gros drama familial, c'est comme les feux de l'amour, c'est un peu, Marine Le Pen qualifie ça de trahison. En fait, elle dit que tout le monde qui quitte son parti pour aller voir Éric Zemmour, c'est de la trahison. C'est vraiment, tu sais, la trahison, c'est un crime que tu peux te faire. Marine Le Pen, ça va être intéressant. En ce moment, elle est deuxième dans les sondages, je pense que c'est la candidate que Emmanuel Macron aimerait le plus voir passer au deuxième tour, parce que Macron a déjà battu Marine Le Pen, puis pour lui, j'imagine qu'il se dit que ça doit être l'adversaire le plus facile. Il y a comme 6 autres candidats de gauche, genre Boutou, Yannick Jadot, Fabien Roussel, les communistes, les écologistes, les progressistes socialistes normatifs. Il y a comme 6 autres partis de gauche qui récoltent presque pas 1% dans les sondages, puis ça ils s'illustrent dans comme l'espèce de morcellement complet de la gauche française. C'est vraiment intéressant à observer, parce que comme d'habitude, la gauche, c'est une force, surtout dans un pays comme la France, qui a littéralement les dépenses sociales les plus lourdes par habitant dans le monde. La France dépense le plus dans leur portefeuille ministériel social que n'importe quel autre pays au monde par rapport à leur population, leur PIB. C'est vraiment un pays qui a des politiques sociales qui sont ancrées dans la politique de gauche. Ça fait en sorte que c'est tellement intéressant de voir ce défondrement total de la gauche française. Il reste juste Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça va faire en sorte que ça va causer un grand ralliement de la gauche qui va faire passer Jean-Luc Mélenchon? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de gauche peut-être républicaine ou de gauche historique qui voient une espèce de manque de décorum chez Jean-Luc Mélenchon, un manque de prestance présidentielle. Qu'est-ce qui est intéressant avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que lui, il propose, c'est l'autre candidat réformiste de cette campagne présidentielle, parce que lui, il présente un programme qui va abolir la 5e République. En ce moment, la France est sous la 5e République, puis lui veut faire une assemblée constituante. C'est une assemblée où on écrit une nouvelle constitution, commencer la 6e République française, parce qu'il dit que les institutions sont désuètes, que les Français ont pas assez de pouvoir, puis il dit que la situation actuelle en France, que ce soit le manque de sécurité, la hausse du crime, que ce soit la crise du logement ou toutes ces autres choses, sont là parce que la France a des institutions qui sont désuètes. Donc lui, il veut même pas faire son quinquennat au complet, il veut juste faire une assemblée constituante, qui a un référendum qui passe, qui vote la constitution, puis ensuite qu'il y a un processus électoral qui soit dans la nouvelle République. Donc il est vraiment dans une espèce de mode de réforme du système complet de la politique française. C'est un ancien membre du Parti communiste, un membre du Parti socialiste, donc vous voyez ses orientations politiques. C'est intéressant d'un point de vue global. Moi qui regarde à l'extérieur, je serais intéressé de voir comment ce processus se passerait dans une grande démocratie, une constituante, où est-ce qu'on refait la constitution d'un pays à notre ère moderne. Mais ça fait peur à beaucoup de gens. Je pense que c'est le blocus de beaucoup de gens de voter pour Mélenchon, c'est cette espèce de grand projet, mais c'est ça, c'est comme on dit souvent, les policiers, ils veulent rien faire, non, lui il est comme, non, moi je veux tout refaire le shit. Tout le monde est comme, ah, ça j'ai peur, tu sais. Fait que c'est comme à la fin de la journée, il y a du monde qui sont juste jamais satisfaits. C'est une campagne qui est vraiment haute en revendissement. Les apparitions de télé des candidats n'attendent pas une des autres. C'est comme tellement intéressant à suivre. Puis je vous le recommande fortement si vous aimez la pensée critique. Si vous aimez, je vous dis pas que eux ils font mais juste regardez les gens, regardez les points de vue des gens, les écouter, puis voir dans notre monde où est-ce qu'on est rendu sur ces discussions-là. C'est très intéressant, genre, parce que c'est les plus... Quand t'as des candidats à la présidentielle française, dans la francophonie, en tout cas, c'est le plus haut niveau supposé de débat qu'il va avoir, parce que c'est des gens que leurs mots sont somewhat importants, fait qu'ils seront scrutés à la lettre, puis Zemmour brise tous ces codes-là, puis c'est intéressant à voir comment il est reçu dans l'écosystème médiatique français, parce que les médias ont au début, en fait, là, s'ils ont changé leur approche, parce qu'ils ont vu que ça lui bénéficiait trop, mais ils ont encore un peu de ça en eux. Il y avait une approche très combative face aux politiques d'Éric Zemmour, aux politiques proposées d'Éric Zemmour. Les mots n'arrêtaient pas un les autres, racistes, nazis, même que lui venant d'une famille juive d'Algérie, il serait
se faire traiter de vichiste, disant, parce que dans son livre, je pense que c'est dans le Suicide français ou je sais pas dans quel livre, pour les Québécois qui savent pas, comme les Français sont encore vraiment en train de cicatriser de l'occupation allemande. Toutes les questions qui ont par rapport à l'occupation ou par rapport à la France vichiste est vraiment des discussions très touchées encore à ce jour en France, 80 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ça m'a vraiment étonné, j'étais pas familier avec tout ça depuis 8 mois que j'écoute ça, je réalise à quel point c'est un grand enjeu encore. Puis Zemmour qui avait des propos disant que le maréchal Pétain, qui était le chef de la France de Vichy, avait sauvé des Juifs français, puis avait laissé les Juifs étrangers aux mains de l'Allemagne. Mais là, il y a la rafle de la Veldiv, puis il y a les rafles de ça, il y a plein de Juifs. Fait que comme il y a beaucoup de querelles historiques, il y a même un conglomérat d'historiens qui a fait un livre qui s'appelle L'Histoire et Zemmour. Il y a beaucoup de gens qui le qualifient de révisionniste, de raciste, de... Fait que ça, au début, les 3 premiers mois, là, depuis septembre, c'était vraiment combatif avec lui, puis il arrêtait pas, t'as dit ça il y a pas longtemps. Puis ça a fait en sorte que ça a créé cette espèce de momentum de Trump de « Hey, les médias l'aiment pas, ça veut dire qu'il doit dire quelque chose de vrai. » Ça a fait en sorte que ça a créé un ralliement autour de lui. Mais là, l'approche a un peu changé, mais elle change pas comme au grand rassemblement au Trocadéro. Il a dit, la foule a crié Macron assassin, puis là, il se fait questionner par ça non-stop. Dans les grands rassemblements de gauche, que ce soit Antifa, anti-mesures, anti-brutalité policière, on crie Macron assassin à longueur de manifestation. Donc, c'est pas quelque chose qui est littéralement juste à la droite. Mais anyway, c'est vraiment important. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus. J'ai essayé de faire ça le plus quick possible, puis le plus d'informations condensées. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la campagne électorale, de la vidéo. Puis yo, passez une belle journée. Nouvelle vidéo bientôt. Je stream sur Twitch tous les jours, presque, tout le temps. Je stream. C'est comme, il n'y a pas eu de vidéo, mais comme je stream 5 jours pendant 6 heures. Genre, si tu veux me voir réagir à du contenu, parler de contenu, je stream sur Twitch. Je suis là, viens là, puis on chill, tu comprends? Passez une belle journée. Like la vidéo, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Gang. Dog one.